C'est là que tout a commencé. J'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais un mec comme tous les autres. Et puis on m'a mis là-dedans, je me suis retrouvé avec des mecs chevronnés. Peut-on traverser l'épreuve de la prison sans perdre son identité, sa dignité? En sort-on changé ou détruit? La prison, est-ce toujours la solution? Avoir pour seul horizon les mêmes murs, les mêmes couloirs, la même cour à heure fixe, supporter la promiscuité ou le complet isolement, et cela pendant des mois, des années, c'est le lot commun des 56 000 détenus français dont près de la moitié sont en attente de jugement et donc présumés innocents. Pour en débattre, La Vie à l'endroit est allée à la rencontre d'anciens détenus, anonymes comme le sont l'immense majorité d'entre eux, ou médiatiques comme Pierre Botton, à la rencontre de parents de prisonniers, de médecins et visiteurs de prison, mais aussi de responsables de l'administration pénitentiaire. J'ai été libéré le 22 janvier 1993, ça fait 5 ans. Et c'est curieux parce que j'ai le sentiment que c'était hier, quoi. J'ai pas le sentiment du temps depuis. Avant d'être arrêté, j'exerçais le métier de skipper. C'est une vie de passion, la vie de mer, on ne peut la vivre que par passion. C'était une liberté quasiment absolue, c'était l'aventure constante. Je suis passé du métier de skipper à aventurier, positif, rêve, tout ça, au cauchemar. Parce que mon dernier client, qui était d'ailleurs un homme très sympathique, avec une gouaille qui ressemblait à celle de mon père, qui était quelqu'un de tout à fait charmant, me demandait de convoyer un bateau de Saint-Martin sur la Méditerranée. C'était un magnifique catamaran. Ce monsieur s'est avéré par la suite être un trafiquant de drogue. On a donc été arrêté à bord de ce bateau à Saint-Martin, puis rapatrié en avion en France, présenté au juge d'instruction, et là, le verdict est tombé, incarcération pour trafic international de drogue. On ne comprend rien du tout, c'est quelque chose qui vous tombe sur la tête, qui fait basculer le monde. Et surtout qu'on n'a rien saisi à bord de mon bateau, ni armes, ni drogue, ni fric, ni quoi que ce soit. Et je suis resté 4 ans et 2 mois en détention préventive avant d'être jugé. Et moi, j'ai été condamné à 6 ans. Ma condamnation était assortie d'une contrainte par corps, puisque dans toute histoire de stupéfiants, même s'il n'y a pas de stupéfiants, la douane intervient et fait un prix de la quantité de drogue estimée. Donc, au tarif du marché, ça faisait une amende de 900 millions de francs. Je dis bien 900 millions, 3 fois le montant du Téléthon. Comme ma peine était terminée au moment du jugement, puisque 6 ans avec la remise de peine, je devais être dehors le lendemain, la douane m'a demandé comment j'allais payer l'amende. Comme je ne pouvais pas payer, je restais en prison comme prisonnier pour dette. Et ça pouvait durer 2 ans. J'ai eu de la chance, ça n'a duré que 6 mois. J'ai donc fait un total de 4 ans et 9 mois de prison. Maintenant, ça va faire 5 ans que je suis dehors. Et en fait, je me demande si je suis réellement totalement sorti. Si je pouvais, c'est certain que je reviendrais très souvent au bord de la mer, mais bon, je manque de moyens, j'ai pas de bagnole. Mais c'est vrai que revenir près de la mer, c'est toujours revivifiant, quoi. Je pense d'ailleurs que ceux qui sont dedans à l'heure actuelle aimeraient bien être à ma place maintenant, comme moi j'en ai tant rêvé. Celui-là, on me le ferait pour une solitaire, je serais pas contre. C'est un bon petit bateau bien sain, bien marin, je me verrais bien. Je ferais même durer la traversée, 60 jours, 90 jours, pour avoir tout le temps de me laver la tête et de me récupérer. Vous parlez de grand large que vous ne prenez plus, de vous laver la tête. Ça veut dire que 5 ans après être sorti de prison, vous êtes toujours encore en prison? Je crois que je dois me rendre à l'évidence. Je ne suis pas tout à fait sorti, même 5 ans après. Je pense très souvent à ceux qui sont dedans, que je salue d'ailleurs au passage. Je pense à tout ce que j'ai connu comme souffrance condensée au maximum dans ce milieu qui pour moi est l'horreur. Justement, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, skipper, d'être du jour au lendemain enfermé?
Vous qui étiez sur les bateaux, le grand air. J'ai très mal supporté en fait, parce que pour moi la mer c'est la liberté, c'est l'horizon, c'est la vision lointaine. Alors qu'en prison, vous ne voyez pas le jour sans qu'il soit griffé et par les barreaux et par les grilles. Ce qui fait que la vue, c'est ce que j'avais de meilleur. Moi, au bout de 2 ans de prison, je portais des lunettes, quoi. Et vous n'aviez jamais imaginé que c'était comme ça une prison ? Non, je dois dire que après le choc de la découverte de la santé, par exemple, j'ai eu l'impression de sombrer dans du Balzac. C'était complètement dingue, cette cellule de bloc dont le sol était de ciment brut, mais tellement incrusté de crasse que vous pouvez passer serpillière, tout ce qu'on dit. Jamais ça s'atténuait, cette crasse demeurait. La peinture tombait par plaques. Les détenus qui étaient là avant moi avaient collé des journaux au mur pour pas que cette peinture tombe dans les plumards. Il y avait une 60 watts, mais on arrivait à peine à lire avec cette 60 watts dans le bloc D de la santé. Et puis, quand j'ai vu ce chiotte dans un coin, à découvert, comme ça, et pour seule source d'eau, un robinet au-dessus du chiotte. Mais quand vous rentrez là-dedans, vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas mon pays, c'est pas en 1986, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Vous restez, c'est un record d'ailleurs, 4 ans, plus de 4 ans en préventive. 4 ans et 2 mois en préventive, oui. Oui, avec... Et vous attendiez tous les jours de savoir ce qui allait se passer ? Oui, je dois dire qu'au début, j'espérais être dehors le lendemain. Au bout de quelques mois, là, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions au point que ça devenait tellement kafkaïen que j'ai pensé à stopper le film là et à me suicider, quoi. Il s'est trouvé que par un hasard tout à fait étonnant, alors que j'étais prêt à faire basculer le siège sur lequel j'étais avec les lacets autour du cou. La télé fonctionnait, sans le son, mais la télé fonctionnait. Et il y a un visage de femme qui est apparu à l'écran, un visage qui m'a beaucoup touché. Et puis il m'a touché à ce point que j'ai décidé de suivre ce visage sur l'écran. Alors je me suis décroché, je suis redescendu, et je ne me suis pas suicidé, mais là, ça tient d'une apparition à la seconde, quoi. Et c'est là que j'ai eu un coup de chance. Je suis tombé sur une jeune stagiaire assistante sociale qui circulait dans les couloirs. Moi, je cherchais à rencontrer une assistante sociale, je n'avais pas réussi. Je l'ai apostrophée, on a parlé, elle s'est rendue compte que j'allais pas bien. Et comme elle était encore capable de se révolter un peu contre le milieu, elle n'était pas imbibée de ce milieu, elle en a parlé à la psychologue de la santé, qui a été quelqu'un de très important pour moi et qui était un psychologue admirable, m'a informé qu'il y avait une possibilité de suivre des cours à la santé. Bien sûr, je n'avais appris ça nulle part. Il n'y avait pas d'affichette sur les murs pour informer les prisonniers qu'il y avait des cours. En prison, vous devez tout apprendre par vous-même. Ce qui est interdit en vous foutant le nez dessus, ce qui est pseudo-autorisé en tâtonnant. Bon, enfin, cette psychologue m'a donc fait rentrer dans ce cycle de lettres. Et moi qui n'avais pas le bac à l'époque, il va de soi qu'avec mes 50 détentions, j'ai eu le temps de passer les œufs, l'équivalent du bac, le doc de lettres, la licence, et j'étais en maîtrise quand on m'a foutu dehors, quoi. Quelle image vous avez gardée en mémoire de ces 4 années ? L'image de la prison. de temps engoncé dans des lieux sales, sans lumière, avec des bruits qui font mal, avec des cris aussi bien nocturnes que dans la journée, avec ce mépris qui vous colle à la peau, votre parole qui vaut plus rien. Mais ce sont des images qui reviennent encore maintenant ? Vous n'arrivez pas à effacer ? Elles reviennent plus rarement maintenant, mais elles reviennent. Elles reviennent. Reviennent aussi des cauchemars assez violents. On ne peut pas avoir subi ce que subit tout prisonnier en France depuis ces fouilles qui sont des viols, où l'on jette vos affaires, au fur et à mesure que vous vous déshabillez, on jette vos affaires à terre après les avoir fouillées. Vous imaginez le mépris que ça représente, ça? Un garde mobile qui vous prend vos fringues, qui vous regarde, qui les fouille, qui les fout par terre, et qui vous demande à la fin de vous retourner comme
et de vous baisser et de tousser. Moi, j'ai toujours refusé ça. J'ai eu de la chance que j'avais un certain âge et puis que je pouvais parler. Je leur disais, mais ce que vous me demandez, là, c'est aussi avilissant pour vous que pour moi. Moi, je refuse de faire ça. J'ai eu le pot, j'ai jamais été au mitard pour ça. Ils ont compris? Je pense que j'arrivais à faire passer quelque chose puisque ça dégénérait pas. Mais j'en ai vu combien, moi. J'ai vu des jeunes de 20 ans marqués à vie, rien que par ce genre de choses. La haine est inscrite en eux, que rien n'effacera. Rien. C'est un viol. Absolument un viol. Il y a de la haine en vous? De la révolte? Il y en a. À l'évidence, il y en a. Quand j'entends les discours institutionnels de la pénitentiaire, des juges ou des politiques sur le... là, ça me rend malade. Hein. Ça me rend malade. Il y a une telle différence entre ce qu'ils annoncent et puis la réalité du terrain. Moi, j'ai connu des détenus qui sont morts. Hein, ils ont tapé 2 jours, 3 jours. Dans la 2e division, là où j'étais, à la santé, il y a au rez-de-chaussée une cellule dite de surveillance médicale qui, en fait, n'avait rien du tout de médical. Moi, j'ai vu des gars arriver là-dedans sans leur affaire personnelle, sans même de couverture, précisément parce qu'ils étaient malades et qu'il fallait qu'on les surveille. C'est là qu'on les surveillait le moins. Est-ce que la prison vous a apporté quelque chose? J'ai beau essayer de dire que toute expérience qui ne détruit pas renforce. Moi, j'ai pas l'impression d'être renforcé, si ce n'est peut-être dans une forme de dureté, dans une forme de carapace dont j'ai bien du mal à me libérer d'ailleurs. Vous êtes très différent, vous, d'avant? Je n'ai plus le goût de faire, je n'ai plus l'énergie d'avant. Il y a une forme de léthargie avec des pics de suractivité qui suivent avec des creux profonds, ce qui fait que je n'ai pas retrouvé le moyen de renaviguer depuis. Et pire que ça, je n'ai pas retrouvé de boulot depuis. Parce que la sortie est un moment magique où on a un sentiment de toute puissance. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de grille devant vous, vous pouvez marcher autant que vous voulez, tout vous émerveille. Oui, mais après, il faut vivre dans cette société-là. Et alors là, c'est la catastrophe. Là. C'est le RMI, Puis c'est la grande plongée avec l'enfermement qui en fait est dans la tête et qui est toujours dans le corps. Cette cuirasse, vous l'avez toujours, qui vous étouffe. Avec la difficulté de reprendre des relations affectives, énorme. amoureuses. Énorme, parce que j'ai l'impression que le narcissisme de base est détruit. Il n'y a pas de relation de séduction en prison. Alors vous imaginez, 5 ans sans amour, sans tendresse, sans relation sexuelle, et vous ressortez, bing, c'est vous-même qui vous incarcérez quelque part. Quoi. Dans 10 ans, la prison sera toujours inscrite en vous ou pas? J'espère que non, mais j'espère que d'ici là, cet archaïsme sera dépassé et que ça aura bougé. C'est pas possible autrement. C'est comme Cayenne, il faut que ça cesse, quoi. On peut pas continuer ces usines de culture, de haine dont une pipe. Tous les prisonniers sortiront un jour. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? On cultive de la haine qu'on va réinjecter dans la société après. Où est l'avenir, là-dedans? Non seulement les jeunes n'ont pas d'espoir, Ça ne vous serait pas arrivé, vous ne tiendriez pas ce discours? Absolument pas. Hélas. Comme tout le monde. C'est pas notre monde, c'est pas notre truc. Je t'ai passé, moi, quelques fois devant la santé. Ouais, bon, tu regardes ailleurs. Et la souffrance qu'il y a derrière, elle m'a pas interpellé. Donc vous avez appris quelque chose? Ah, ça, pour apprendre, j'ai appris. J'ai appris, c'est lourd. C'est lourd. J'ai appris, oui. La maison d'avant, c'était la maison du bonheur. C'était une maison où il y avait des enfants, où il y avait des amis, où il y avait du monde qui allait et venait. Et puis maintenant, eh bien, il n'y a plus rien. Les amis, il en reste très peu. Et des dîners qui nous rassemblaient tous sur notre table immense dans la salle à manger, eh bien, en fait, il n'y a plus que des tête-à-tête. Et cette maison qui avant était une ruche, eh bien, maintenant est silencieuse, trop silencieuse et trop triste.
Notre vie a basculé à partir du moment où mon mari avait une clinique. Et dans cette clinique, un jour, malheureusement, un enfant est décédé. Et il a été tout de suite mis en examen. Et cette mise en examen l'a conduit en prison. À la suite du décès d'un jeune patient, j'ai donc été incarcéré pendant 4 mois, du 2 décembre 1996 jusqu'à fin mars 1997. J'ai fait les honneurs tout à fait involontaires et très tristes de la presse. 1 an après l'article Dr Corieras Olivieru, c'est l'article Dr Corieras disculpé, puisque le Conseil de l'Ordre a reconnu que dans cette histoire, il n'y avait absolument rien à me reprocher. Donc, si vous voulez, voilà ma vie, voilà le résumé de ma vie. Quand on va en prison, on perd tout. J'ai perdu 50 ans de ma vie, j'ai perdu mon entreprise, et puis il y a tout le monde autour. C'est-à-dire qu'il y a évidemment mes enfants qui ont été obligés d'arrêter leurs études. Mais ça, je dirais que les juges s'en moquent complètement. Toute cette vie agréable est terminée à cause de nos problèmes. Pourquoi ? Déjà parce que nous manquons d'argent, nous manquons d'entrain aussi. Nous avons la chance d'être encore dans cette maison parce que c'est l'hiver et qu'on ne peut pas nous mettre à la porte. Mais ceci dit, le printemps venu, rien ne dit que nous pourrons rester encore là quelque temps. Tout est difficile et chamboulé. Il y a une rupture par le biais de l'incarcération de mon mari, et on peut dire que tout ça n'a servi à rien. Et de toute façon, dans un cas général, la prison, ça ne sert à rien. Vous dites la prison, ce n'est pas la solution. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez avant l'incarcération de votre mari ? Alors effectivement, jusqu'à présent, pour moi, la prison, c'était en fait des gens qui avaient fait des fautes. Donc on les enfermait en prison. Et déjà, c'était bien beau si quelquefois on en parlait. Et de toute façon, dans mon petit univers calfeutré, c'était à la limite toujours trop confortable ou trop beau, pourquoi pas, à travers tous les reportages qu'on pouvait voir sur le sujet. Et pour être tout à fait honnête, c'est un sujet qui ne me touchait pas vraiment. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, lorsque votre mari a été incarcéré ? Alors, bon, dans un premier temps, je me suis effondrée parce que on n'y croit pas, ou on se dit, bon, il y a une erreur, enfin, il n'y a pas une erreur, mais il est incarcéré, mais demain, on va le relâcher, puisque il est complètement innocent, il n'a rien fait de mal. En fait, je suis restée dans cet état d'esprit pendant 48 heures. Jusqu'au moment, en fait, où j'ai parfaitement compris par l'intermédiaire de l'avocat de mon mari qu'il n'était pas là tout à fait pour 48 heures. Parce que c'est là où, pour moi, le sujet a pris vraiment sa gravité et je me suis rendu compte qu'il était vraiment emprisonné. Sachant que je l'avais quitté 48 heures avant sur le parking du palais de justice et où il avait absolument tenu, en fait... Enfin, je l'avais conduit et il m'avait dit « Prends la voiture parce que je vais peut-être rester là ». Je lui avais dit « Mais non, c'est pas possible, je laisse la voiture là. » Le palais de justice n'étant pas très loin. Et puis tu reviendras en voiture, c'est pas un problème. Et puis comme ça, d'une heure à l'autre, je me suis retrouvée en fait seule avec l'autre en prison. Ce qui était complètement inimaginable, inouï, incroyable. Vous êtes tout de suite allé le voir en prison ? Ah non, parce que... Non, en fait, mon mari a été mis au secret, je pense que ça s'appelle comme ça, pendant 10 jours. À quoi vous pensiez, vous, pendant ces 10 jours où vous étiez justement à l'isolement ? Vous savez, on ne pense pas à grand-chose. On remarque une seule chose, c'est qu'on est brutalement jeté dans un trou, d'où rien ne sort et rien ne rentre. Je n'avais aucune nouvelle. J'ai seulement eu mon avocat qui est venu pour me dire qu'il allait voir ma femme et qu'il allait essayer d'arranger les choses. Alors ce qu'on pense surtout, enfin ce qui est le plus pénible et le plus désagréable, c'est qu'on pense surtout qu'avant, moi j'ai 50 ans, je suis un homme responsable, j'ai toujours géré les entreprises et je suis médecin, donc j'ai toujours pris en charge ma famille. Mais là tout à coup, on vous enlève non pas tous les attributs du pouvoir, mais on vous enlève l'existence même, si vous voulez, pour laquelle vous êtes conforté dans votre tête. Parce que dans votre tête, quand on est un homme, on doit s'occuper de sa femme, de ses enfants, de ses employés quand on en a. Et tout à coup, on ne peut plus rien faire. On vous a tout enlevé. Quand vous l'avez rencontré au parloir pour la première fois,
Vous avez parlé des conditions de détention, de ce qu'il vivait, vous lui en avez parlé? En fait, non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, quand je l'ai vu la première fois dans le parloir, alors il faut dire que le parloir, donc, ce sont des box. Il y a un brouhaha infernal, bien sûr, puisqu'il y a à peu près peut-être 30 détenus qui reçoivent 1 ou 2, voire 3 personnes. Et donc, chacun parle, les cloisons sont à mi-hauteur, et de temps en temps, comme ça, le gardien passe, écoute, jette un petit coup d'œil. Et donc, moi, je suis arrivée, alors, bon, de le voir apparaître, bon, au bout de 10 jours, déjà, il avait beaucoup maigri. Bon, j'ai été, bien sûr, saisie d'une émotion intense, donc déjà, il a fallu que je calme et que je ravale toutes les larmes qui arrivaient. Et j'ai eu l'impression qu'il ne me laissait pas le temps de lui poser des questions sur ce qu'il avait vécu, lui, pendant ces 10 jours, mais sur comment, en fait, ça se passait pour moi et pour nous, dehors. Vous n'en parliez pas, vous, par pudeur ou parce que votre préoccupation, c'était vraiment ce qui se passait à l'extérieur? Ah, je ne pensais qu'à ce qui se passait à l'extérieur. Ma vie à l'intérieur m'intéressait très peu. Si vous voulez, j'étais dans ma cellule, tout seul, rien à faire. Bon, vous faites rien et vous ne pensez qu'aux autres. Jusqu'au moment où on a mis un deuxième détenu dans ma cellule. Et alors là, ça a vraiment changé? Ah, ça a changé complètement parce que ce détenu était... On l'a mis dans mes cellules parce que j'étais le seul, paraît-il, à parler anglais de tout l'établissement, ce qui me surprend un petit peu quand même. Et cet homme qui était déjà en prison depuis plus de 4 mois n'avait pu parler à personne. En plus, je me suis très vite rendu compte qu'il était insuffisant respiratoire, qu'il était tuberculeux, qu'il avait une artériosclérose et qu'il était atteint d'une diarrhée chronique. Ça fait beaucoup de choses pour un seul homme, donc j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper médicalement de cet homme. Vous pensez qu'on vous en avait fait justement, si je puis dire, le cadeau? Je l'ai d'ailleurs écrit au directeur et au juge d'instruction en disant que c'est bien que je sois médecin, mais on devrait peut-être d'abord soigner les gens au lieu de les confier à un médecin. Parce qu'un médecin dans une cellule ne peut rien faire. Par contre, effectivement, la nuit, il allait aux toilettes environ une dizaine ou quinzaine de fois par jour et par nuit, bien entendu. Ce qui fait qu'il était très faible, il ne mangeait plus rien. Et vous avez réussi à le faire soigner, à vous faire entendre? Absolument. J'ai réussi à le faire soigner, mais si vous voulez, j'ai réussi à le faire soigner uniquement parce qu'un jour, c'était, je crois, le jour de Noël, ou entre Noël et le jour de l'an, un jour, il s'est tout simplement effondré devant l'infirmière qui passait. Dans votre tête, vous, qu'est-ce qui se passait? Vous qui étiez, comme vous le disiez juste avant, vous pensiez que la prison, c'était bien, c'était bien que ça existe. Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là? Le sentiment, justement, que, bon, effectivement, dans la prison, il n'y a pas que des gens, bien évidemment, il n'y a pas que des innocents, c'est évident. Mais en les enfermant, on les brise 2 ou 3 fois plus, dans le sens où, comme dit mon mari, fort justement, lorsqu'on est en prison, on est incapable d'agir par rapport à l'extérieur. Et on peut très bien, en fait, avoir fait une faute, être enfermé, mais avoir besoin encore de faire vivre la structure qui vous entourait au départ, à la limite que ce soit une entreprise ou sa famille. Parce que combien de familles se brisent à la suite d'une incarcération? Donc, le fait d'enfermer quelqu'un, c'est déjà mettre une famille en péril. Bon, n'y a-t-il pas d'autres moyens de continuer, en fait, de faire vivre une famille, sans enfermer, justement, celui qui travaille? Bon, il y a aussi le fait que, lorsque quelqu'un sort, une fois qu'il a purgé sa peine, qu'il sort parce qu'il est innocent ou qu'il sort parce qu'il a purgé sa peine, bon, il sort avec quand même une étiquette de ex-tolard sur le front. Quand vous dites ex-tolard, ça n'appartient pas à votre langage? Absolument pas. C'est presque un langage du milieu. Pourquoi vous exprimez ainsi? C'est pour mettre, si vous voulez, pour insister sur ce côté, comment dire, méprisant. Quelqu'un qui sort de prison est quelqu'un de méprisé. Ça, vous l'avez ressenti? Ça, je l'ai ressenti, oui. Je l'ai ressenti parce que quand
des gens bien intentionnés, entre guillemets, me parlaient de la triste incarcération de mon mari, je sentais quand même très bien qu'ils avaient des arrière-pensées en se disant, de toute façon, il est en prison, déjà, il l'a bien mérité quelque part, et il est en prison, donc de toute façon, il n'a pas son mot à dire, puisqu'il est en prison. Et c'était méprisant. Et quelqu'un qui sort de prison est quelqu'un qui est méprisé. Vous l'avez ressenti, cela? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai jamais senti l'impression d'être un tolard. Parce que c'est vrai que j'ai été un tolard. Mais si vous voulez, je sais très bien que je n'ai jamais rien fait. Vous êtes sorti, vous, la tête haute? Je suis sorti la tête tout à fait haute. On a le sentiment que vous avez vécu cette expérience plus en spectateur finalement qu'en acteur. Mais on ne peut pas être acteur. On ne peut pas être acteur. Il n'y a pas d'action possible. On est uniquement spectateur. C'est déjà bien beau de pouvoir être spectateur et leur tirer quelque chose. Mais on ne peut pas être acteur. Mais même pas spectateur de ce qui vous arrivait, spectateur de ce qui se passait autour de vous. Oui, mais ce n'était pas important ce qui m'arrivait. Ouais, je veux dire, c'était complètement secondaire. Ça, c'était très peu important pour moi. C'est votre force d'avoir réagi comme ça? Je ne sais pas si c'est une force, je suis comme ça. Est-ce que cette expérience, cette mauvaise expérience, a transformé vos relations? Bon, j'ai trouvé que mon mari avait changé. Je ne dirais pas que ça a transformé nos relations. Mais mon mari a changé parce que je crois que le regard qu'il a eu justement sur les autres a été un regard différent. Un regard peut-être, je ne peux pas dire plus humain parce qu'il était ô combien humain, mais plus compréhensif sur finalement tous ces gens qui nous entouraient et qu'on ne côtoyait pas vraiment en fait. Donc je trouve qu'il a un regard peut-être plus profond et plus il s'attarde plus sur les autres. Bon, peut-être que j'y fais plus attention par rapport à cette histoire, mais je trouve qu'il a un regard, il s'accroche plus aux autres maintenant, je pense. Vous vous sentez différent? Si j'écoute bien, je mérite de l'avoir vécu. Je ne sais pas. Je me sens différent, oui. Avec le sentiment de ne pas être marqué par ce séjour de prison? Le sentiment d'avoir vécu une expérience extraordinaire, inattendue. Le sentiment d'avoir véritablement rencontré la France actuelle, parce que j'avais l'impression qu'avant je vivais dans ma bulle, et que tout à coup je suis sorti de ma bulle pour rencontrer les gens de la rue. Ceux que je soignais, mais que finalement je ne connaissais pas. Au cours des années 80, le gendre de Michel Noir est l'homme d'affaires qui monte. Il affiche une insolente réussite. Quelques années plus tard, il sera déchu pour avoir mélangé la politique et les affaires. Accusé d'avoir détourné près de 29 millions de francs, il sera l'un des premiers délinquants en col blanc traduits devant la justice. Mis en examen en novembre 1992, il sera condamné et passera 602 jours en prison. J'ai pris une condamnation de 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, ce qui fait 42 mois. C'est une très très lourde condamnation. Pour abus de biens social. Donc l'abus de biens social, il faut expliquer ce que c'est. C'est l'utilisation des fonds des sociétés qui m'appartenaient, mais pour un objet qui n'était pas l'objet de la société. Je ne me présente pas comme un innocent. J'ai reconnu les faits, je dis seulement que je pense que j'ai une condamnation très très lourde. J'ai été incarcéré une première fois pendant 4 mois et 27 jours en 92, puis une deuxième fois où j'ai effectué 16 mois. Je suis sorti le 12 avril 1997 et depuis cette date-là, je suis suivi. C'est d'ailleurs une obligation de ma libération conditionnelle, c'est-à-dire que la justice souhaite que je sois suivi. De toute façon, je le souhaite aussi à l'hôpital Sainte-Anne. Et l'hôpital Sainte-Anne est dans le 14e, dans le même quartier que la maison d'arrêt de la santé. Donc vous voyez ici d'ailleurs les murs et certaines fenêtres. Vous voyez que là, il est 16h30. À 16h30, c'est terminé. Les détenus ne sortiront plus de leur cellule. Et moi, je ne peux plus, pour toutes ces raisons-là, je ne peux plus la voir. En tout cas, passer devant. Et je fais chaque fois, 2 fois par semaine, un détour pour éviter de côtoyer ces murs de l'horreur et de repenser à cela. Vous voyez, c'est des moments très difficiles. 16h30 jusqu'à 17h15, vous attendez le repas et vous savez que vous êtes enfermé jusqu'au lendemain matin, heure de promenade, 9h. Là, je vais retrouver ma béquille.
quelqu'un à qui je peux parler, qui ne juge pas, qui m'aide, qui comprend et qui essaye de prévenir les moments difficiles. Parce qu'il y en a encore beaucoup. Voilà. La vérité de Pierre Botton aujourd'hui se résume presque à ceci. Les séances de psychanalyse qu'il suit 2 fois par semaine, son nouveau métier dont il ne dira rien, et ce bistrot en plein centre de Paris où il retrouve ses amis et ses proches. Amani. Et même plus bonjour. Voilà. Mon frère. Voilà, c'est mon frère, sans lequel je ne serais pas dehors, parce que c'est lui qui a trouvé l'emploi que j'occupe, et surtout c'est lui qui paye aujourd'hui le solde de l'amende que j'ai à payer. Voilà. Donc quand je dis que ces épreuves font voir ceux qui restent et qu'ils tiennent sur les doigts d'une main, il est au milieu de cette main-là, parce que sans lui, j'ai été lâché par à peu près tout le monde, mais lui est encore à mes côtés. Ben oui, pour la conditionnelle et pour la liberté, donc, il faut un travail. Et à l'époque, beaucoup des anciens amis de Pierre disaient qu'il n'y avait qu'à téléphoner pour lui demander quelque chose. Alors je l'ai fait. Ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Ils se reconnaîtront, ceux-là. Et puis il y a 2 personnes qui ont été formidables. Il faut penser qu'on est en février-mars 97, il faut l'embaucher, Pierre Botton, hein, avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a écrit, bon bref. Et il y a 2 personnes, il y a un qui est son employeur actuel, et puis il y a un autre monsieur qui a été formidable, qui s'appelle monsieur Régrange, qui est un monsieur de l'époque où Pierre travaillait dans l'installation de pharmacie, qui était un de ses concurrents. Et ce monsieur, lui aussi, il a fait ça spontanément, il a dit si moi je peux rendre service, je le fais. Et il a aussi envoyé dans les 24 heures le document nécessaire à la libération conditionnelle. Ça c'est chouette. Puis il y a des choses un peu moins chouettes, mais j'en parle pas trop. Si vous aviez, vous, à définir ces 602 jours passés en prison, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais l'horreur. L'horreur, c'est même pas définissable. C'est pas définissable. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut définir la nuit? Est-ce qu'on peut définir les ténèbres? Est-ce qu'on peut définir la négation de la vie? L'horreur parce que vous êtes en prison ou l'horreur parce que votre vie bascule, votre vie de privilégié? Non, parce que ça, il faut le dire, si vous voulez, même aujourd'hui, je reste encore par rapport à tout un ensemble de gens un privilégié. Je veux dire, même si ça n'a rien à voir avec ce qui était auparavant. Je veux dire, j'ai un salaire, j'ai un emploi, il y a 3 600 000 personnes qui n'ont pas d'emploi, il y a des gens qui couchent sous les ponts, c'est pas mon cas. J'ai une famille derrière moi, donc c'est pas mon cas. Donc là, il faut pas tomber dans le misérabilisme qui n'aurait pas lieu d'être. Je veux dire, c'est pas le cas du tout. Il y a un fossé, un fossé entre ma vie d'aujourd'hui et la vie qui était auparavant. Mais c'est pas ça l'horreur. Ça, c'est pas grave. L'horreur, c'est la séparation. C'est la séparation, c'est l'enfermement, c'est ces journées qui n'en finissent pas. C'est ce matin où vous vous levez à 5 h du matin et jusqu'à 7 h où les minutes font des heures, mais font des heures, où votre montre n'avance pas, où vous cherchez à vous occuper, vous ne pouvez pas, où vous rentrez de promenade, il fait beau, et vous rentrez de promenade, et vous rentrez dans cet univers qui fait 6 mètres carrés avec une lampe de 60 watts jaune, c'est d'aller aux toilettes devant des tiers, c'est d'être tout le temps surveillé. Hein. Vous n'avez jamais d'intimité. Jamais. C'est tout ça qui est terrible. Plus rien ne vous appartient. Plus rien ne vous appartient. Votre courrier est regardé, est lu. Quand vous êtes connu, il est même lu par beaucoup de personnes. Voilà, je veux dire, plus rien ne vous appartient. Et donc, vous vous bouffez de l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai vécu des périodes très, très difficiles en prison. Je veux dire, tout le monde le sait. Des choses qui me surprennent, hein, c'est-à-dire que je suis resté parfois plus de 8 jours sans rien absorber, en voulant absorber quelque chose, mais sans pouvoir le faire. Donc, si vous voulez, vous prenez tout le temps sur vous, tout le temps sur vous. Et quand vous êtes à l'extérieur, vous prenez également tout le temps sur vous. La seule chose, c'est que vous prenez sur vous, alors que là, vous pourriez vous exprimer. Et puis, vous êtes traumatisé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous dérèglent et qui vous font basculer très, très vite. Alors, vous dites 2 choses. La première, que vous n'avez vraiment personne à qui parler, ou peu de gens, et d'autre part que donc vous êtes différent, parce que vos réactions sont différentes depuis que vous êtes sorti de prison. Oui, la première chose, c'est pas que vous n'avez pas de gens à qui parler, il y a beaucoup de gens à qui vous pouvez parler.
Et qui ne comprennent pas? Mais qui ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Sur les 602 jours, j'ai passé plus de 400 jours à l'isolement, c'est-à-dire seul. Seul avec moi-même. On a cette expression en détention, on dit qu'on ne voit que du bleu. Parce que les surveillants sont en bleu, donc vous ne voyez que du bleu. Et vous ne pouvez pas raconter. Et qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile, d'être à l'isolement ou finalement d'être avec d'autres? Non, je crois que l'isolement est quelque chose de très très dur, vraiment très très dur, parce que vous êtes seul avec vous-même, vous êtes tout le temps tout seul, vous n'avez pas le droit aux activités. Et quelque part, donc, vous êtes tout le temps avec vous-même, et comme moi je porte un regard assez sévère sur ma vie passée, sur l'utilisation que j'ai pu faire des forces que j'avais en moi, c'est très dur. Puis vous reprochez beaucoup de choses par rapport aux enfants, c'est évident. Surtout par rapport aux enfants? Oui, bien sûr. Bien sûr, moi je me suis reproché énormément de choses par rapport à, je répète, quand je courais après je ne sais quoi, et que donc je voulais donner à mes enfants quelque chose qu'ils n'attendaient pas, parce que les gosses, ce qu'ils attendent, c'est un petit mot, c'est du temps avec papa, et c'est d'aller les chercher à l'école, tout ça. Ce que je ne donnais pas. Vous voulez dire que ce n'est pas l'argent? C'est clair que ce n'est pas l'argent, c'est évident. C'est évident. C'est évident que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les avions privés, ce n'est pas tout ça. Le gosse, quand il a 4 ans, il a besoin de son père, les sorties d'école, les goûters avec les enfants, les devoirs le soir, tout ça, c'est perdu. C'est perdu. Dieu fasse que ça ne me soit jamais reproché. Et donc, à un moment donné, vous avez fait, vous, une tentative de suicide. Parce que c'était quoi? La vie en prison était insupportable pour vous, ou parce que votre vie n'avait plus de sens? Vous savez, c'est extraordinairement difficile d'expliquer un tel geste. Très, très difficile. Je crois que j'arrivais, c'était le 21 décembre. On m'avait laissé entendre que ma conditionnelle serait acceptée le 21 décembre. Parfois, la vie tient à très peu de choses. Et un samedi matin, j'ai reçu la lettre la rejetant ma conditionnelle. Mais surtout avec le premier paragraphe, la privation de mes droits familiaux. Ce que je n'avais jamais eu, ce que vous ne comprenez pas. Et à ce moment-là, si vous voulez, vous dites stop, quoi. Je crois qu'il y a des limites à l'acharnement. Parce que quand même, depuis 5 ans, moi, on ne m'a pas fait de cadeau. J'ai toujours eu le pire, le pire. Et à un moment, vous vous dites stop. Vous avez le sentiment que la seule façon que vous avez d'aider votre famille, c'est de partir. Voilà. Alors ensuite, je vais dire quelque chose qui était assez terrible, hein, mais le moment du départ, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous partez en douceur, et puis tout s'en va, quoi. Tout part. Tout part, et puis vous avez le sentiment que peut-être vous laissez le bonheur derrière vous. C'est peut-être vous le malheur. Voilà. C'est encore quelque chose que vous vous dites aujourd'hui? Je ne sais pas. Je me pose la question. Je ne sais pas. Vous voulez dire que vous êtes toujours dans la dépression? Oui, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que je ne suis pas en pleine forme. Oui. Je ne suis pas en pleine forme. Bon. Aujourd'hui, vous avez le sentiment encore d'être enfermé ou d'être sorti de prison? Donc je suis sorti, mais je ne suis peut-être pas sorti de l'expérience, enfin de ça, quoi. Je sais pas. Et je crois qu'il faut très longtemps. Hein. Je veux dire, c'est pas lié à mon cas. Je crois que c'est le cas de tout le monde. Hein. Disons, je pense que j'ai été beaucoup plus faible, sans doute que les autres, parce que moins préparé, parce que c'est très très dur d'être médiatique en prison. C'est très très dur. Parce que c'est très très dur, vraiment très très dur. Vous pensez que c'est plus difficile? Parce que c'est la question que j'allais vous poser quand même. Il y a 56 000 détenus. Hein, détenus ou 54 000 hein, détenus en France. Bon, et tout le monde vit cela. Est-ce que vous pensez Non. Non. Tout le monde ne vit pas cela, donc il y a des avantages et des inconvénients dans toute chose. L'avantage, c'est que moi, je n'ai jamais eu à me soucier du minimum. Du minimum. Donc, même en prison, à ce niveau-là, je suis resté à un certain niveau un privilégié.
Mais en revanche, si vous voulez, c'est cette médiatisation qui amène une détention différente. Je veux dire, quand vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est passé le 21 décembre, ça arrive à beaucoup de détenus. Moi, ça fait une dépêche AFP. Hein. Donc, je ne peux plus le cacher, quoi. Un exemple simple, j'avais caché à ma mère que j'avais été aux soins intensifs de Fresnes. Elle l'a appris par les journaux 3 mois après. Alors vous avez été à l'isolement, puis à un moment donné, vous avez été aussi à la santé, avec les fameux étages des VIP, des personnes que l'on dit très importantes, et que l'on appelle souvent d'ailleurs la prison 4 étoiles. Est-ce qu'elle l'est ? Est-ce que ça a été un moment plus facile pour vous ? Je ne pense pas que la nourriture du quartier VIP soit meilleure que la nourriture de la santé. Je pense qu'elle est franchement mauvaise pour tout le monde, et très mauvaise pour tout le monde. Je ne pense pas que l'hygiène soit meilleure qu'ailleurs. Je ne pense pas que les cafards fassent un tour fassent un grand détour en disant non, là c'est le quartier des célébrités entre guillemets, donc là on n'y va pas. On les a aussi. Donc voilà. Mais le fait d'être, je veux dire, entre personnes de bonne compagnie... Mais c'est pas ça qui fait que vous n'êtes pas déshabillé après chaque parloir. Je sens bien qu'on ne lit pas votre courrier. C'est des détails que vivent chaque détenu. Vous comprenez, vous saisissez, je veux dire. Donc, voilà, je veux dire... Vous, Pierre Botton, est-ce que vous attendiez un jour à aller en prison ? Non. Est-ce que vous y aviez pensé ? Non. Non, je pensais vraiment sincèrement rien avoir fait pour cela, mais bon, c'est comme ça. Non. Mais c'est le passé. Hein. Vous pensez que vous ne méritiez pas la prison ? Malgré le détournement d'argent ? Attendez, ça c'est autre chose. C'est la loi de la société, bon, peu importe. Maintenant, fallait-il arrêter la spirale dans laquelle j'étais rentré ? Voilà. Fallait-il arrêter cette spirale qui était complètement incroyable, qui faisait que je courais après je ne sais quoi et que j'avais une personnalité qui était... même aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à l'appréhender et je la regarde avec un regard très sévère. Donc là, il fallait arrêter la spirale. Et pour arrêter cette spirale, la seule solution était-elle la prison ? Et là, je vous dis sans doute oui. Fallait-il qu'elle se soit aussi longue ? Fallait-il qu'il y ait 2 périodes d'incarcération à 3 ans d'écart ? Parler à tous les détenus, c'est extraordinairement difficile. Là, je crois que non. Quand vous dites seule la prison pouvait arrêter cette spirale. Oui, peut-être. Je pense qu'il fallait l'arrêter en tout cas. Quand vous revoyez votre vie d'avant, puisqu'il y a un avant et un après, qu'est-ce que vous comprenez de cette vie d'avant ? Je pense qu'avant, j'étais quelqu'un qui avait perdu pied avec les réalités. Totalement perdu pied avec les réalités. Voilà. Pourquoi ? Trop d'argent, au-dessus des lois ? Trop de tout. Trop de tout. C'est-à-dire que vous recevez à votre table des gens que vous ne connaissez pas, mais qui viennent parce que vous êtes Pierre Botton, parce que vous êtes dans les journaux, parce que vous êtes le symbole de la réussite. Vous faites 25 millions de choses. Voilà, donc tout ça qui vous fait complètement quitter la réalité, totalement quitter la réalité. Un geste symbolique aujourd'hui, un geste simple, conduire ma voiture, me garer dans une place qui est une place autorisée, aller payer mon parking, mon parc-mètre, pour ne pas prendre une contravention à 75 francs qui grève mon budget, est un geste que je ne pouvais pas assimiler auparavant. Or, c'est le geste de tout le monde, c'est le geste que je fais aujourd'hui qui m'apparaît tout à fait naturel aujourd'hui. Et pourquoi ? Je pense que j'étais très éloigné des réalités de la vie. J'étais dans ce monde où il y a des codes. Arrogant ? Au-dessus des lois ? C'est difficile à dire. Au-dessus des lois, sans doute. Mais ça arrive à plein de gens. Hein. C'est pas pour ça qu'ils vont en prison. Oui, mais là, il y a quand même un détournement de fonds. Donc, ça aurait été quoi ? Alors, quelle serait la sanction pour vous, justement ? Quelle aurait été la sanction ? Moi, la société... Imaginons que vous disiez, moi, la prison, pour moi ou pour d'autres, ça ne va pas. C'est pas ce qu'il faut, mais il faut une sanction. Bah, la première sanction doit être la sanction financière. Alors, uniquement financière. Mais c'est très lourd. C'est très lourd. Si vous voulez, vous auriez accepté qu'on vous enlève les droits des lecteurs, qu'on vous enlève
Oui, bien sûr. Et que vous contribuiez peut-être à des travaux d'intérêt général. Bien sûr. Vous auriez Bien sûr. accepté Bien ça? sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais si vous voulez, la société a des codes, hein, donc bon... Donc ce n'est pas la sanction que vous remettez en cause? Non, pas du tout, c'est la prison. C'est la prison. Pourquoi? Vous pensez que vous avez plus payé que d'autres? Oui. Oui, je le dis, oui. Mais que d'autres qui seraient... Vous voulez que je sois clair? Oui. Vous voulez que je sois clair? Que les gens qui ont fait un trou de 130 milliards dans le Crédit Lyonnais, qui n'ont toujours pas fait un jour de prison, et donc on ne reconnaît pas les responsabilités, donc chaque Français va payer 10 000 francs. Moi, chaque Français, je leur ai coûté 0 francs. Hein. Mais vous n'avez pas plus payé que justement le petit anonyme qui va voler une orange au supermarché? Que celui-ci, non, que certaines... Vous savez, il y a une chose, quand vous mettez en prison, que ce soit quelqu'un comme moi, ou que ce soit un jeune de banlieue, ou que ce soit quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose, ou quelqu'un qui est en instruction, il est condamné, c'est fini. Il est en dehors de la société, c'est fini. C'est fini. En préventive, c'est fini. Madame Dumas, savez-vous qu'il est trimestre? J'ai demandé qu'on rentre les bulletins scolaires de mes enfants pour qu'ils aient 2 signatures en bas de leur bulletin scolaire. J'étais en préventive, ça m'a été refusé. J'étais présumé innocent. Ça arrive à des tas de gens. Pourquoi on sanctionne mes gosses? Pendant tout ce temps en prison, ce sont vos enfants qui vous ont le plus manqué? Ça, c'est très très dur. Hyper dur. Et aujourd'hui, qu'en est-il de votre famille? Pas grand-chose. J'ai pas envie d'en parler d'abord. J'ai vraiment pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler parce que je suis pas prêt moi-même à en parler. Voilà. Je pense qu'il faut que je les laisse à l'écart de tout ça le plus possible, y compris moi, être à l'écart de tout ça pour que... Je pense que je ne suis pas un plus aujourd'hui. Pour ma famille, pour mes gosses, je crois que je ne suis pas un plus. Il y a quand même possibilité de reconstruction? Aujourd'hui, je dirais que non. Non? Non. Non. Moi, aujourd'hui, je suis très, très pessimiste. Non, non. Non, d'abord parce que ça ne s'arrête pas. Et puis ensuite, parce que la reconstruction, il faut un maçon. Et ce maçon, ça devrait être moi. Et aujourd'hui, je suis pas en forme, si vous voulez. Non. Je suis pas en forme pour construire. Donc, mais est-ce que vous avez le désir de... Je me reproche trop de choses. Je veux dire, c'est pas... Je veux pas... Oui, je veux dire, mais j'ai été tellement sûr de moi, vous savez, avant tout ça. Tellement sûr de détenir la vérité. J'ai pris une telle gifle personnelle. Ce n'est pas la gifle infligée par la société. C'est le constat dans lequel on se trouve soi-même. Que aujourd'hui, compte tenu de cela, je suis vraiment plus sûr de rien. Vous voyez, je veux dire, plus sûr de rien. Je suis plus sûr de rien. Donc. Mais qu'est-ce qui, pour vous, est le plus destructeur, vous a le plus détruit? C'est effectivement cette gifle, c'est-à-dire de vous être trompé sur votre vie, sur vous-même, ou c'est l'expérience de la prison? Non, c'est l'expérience de la prison, parce que si vous voulez la gifle, vous pouvez la prendre. Vous pouvez prendre une gifle, elle peut vous laisser sonner. C'est pour ça que je vous dis que la durée est assassine. C'est ça qui est assassin. Pourquoi c'est le temps en prison qui détruit et qui vous a, vous, détruit? Parce que vous devenez fou. Vous devenez fou. Vous devenez fou, Madame Dumas. Vous êtes seul en face de vous-même, ces jours, ces nuits, ces jours qui passent. Surtout quand vous avez un jugement très sévère. Vous savez, celui qui peut dire « je ne méritais pas ça », il a une grande force parce qu'il va se réveiller, il va trouver un adversaire. C'est vrai, il a une très très grande force. Moi, je ne me suis jamais dit innocent. Hein. Et je pense sincèrement que l'origine de tout, c'est moi. Donc je me bats continuellement avec moi-même. Donc c'est ça qui est terrible, vous comprenez, je veux dire. Donc, et à un moment, vous êtes engagé dans un processus qui est un processus qui vous amène à la destruction. Ça, vous vous tapez vous-même dedans comme un coup de bélier.
Avec des coups de bélier, vous détruisez de l'intérieur. C'est ça qui est difficile. Qui est Pierre Botton dans 10 ans? Je sais pas. 10 ans, c'est rien. Je sais même pas si dans 10 ans, ça existe. J'ai plus de certitude. Vous n'avez plus de perspective d'avenir? Non, non. Moi, non. J'ai plus aucune certitude. Au jour le jour, de visite à Sainte-Anne en visite à Sainte-Anne. Voilà. Si on peut récupérer un rire, une soirée sympa, tant mieux. C'est pris. C'est tout doucement, on avance vers la vie, vers la reconstruction. Il y a des gens qui changent de région et puis ils sont des gens nouveaux, ils changent leur nom. Et puis ils sont des gens nouveaux, on sait qu'ils ne sont pas allés en prison et tout. Moi, ce n'est pas le cas. Hein. Partout, on sait ce qui s'est passé, donc je dois vivre avec. C'est tout le travail que j'ai à faire, que je fais d'ailleurs. Voilà. Véronique Vasseur est médecin-chef à la maison d'arrêt de la santé depuis 5 ans. Chaque jour, Véronique et son équipe reçoivent la visite de 150 à 200 détenus. Une demande énorme quand on sait que 1500 personnes sont incarcérées dans cette prison. La demande est très très importante et ils sont malades mais ils viennent aussi parler, communiquer. Parfois c'est des petits bobos de rien du tout qui prennent des proportions démentes ici. La notion d'urgence n'est pas la même qu'à l'extérieur. Il n'y a pas une médecine carcérale mais il y a les grèves de la faim et de la soif qui sont typiques à la prison bien sûr et les ingestion de corps étrangers. Ces radios représentent là une fourchette en voie de digestion. Là, les petits canifs de l'administration pénitentiaire qui sont distribués à l'entrée. Là, c'est un bic. Ces gestes-là sont des gestes d'appel au secours pour qu'on s'occupe d'eux, en général dirigés contre l'administration pénitentiaire, soit parce qu'ils n'ont pas vu le juge, l'avocat, ou parce qu'ils n'ont pas de parloir. Nous, on peut simplement garantir un accès aux soins identique à celle d'un homme libre. Mais on ne peut pas garantir la bonne santé. Parce que les conditions d'hygiène ne sont pas terribles. Donc, il y a beaucoup de maladies de peau. Parfois, il y a des épidémies de gale. Les toilettes sont communes. Il y a un rétrécissement de l'espace. Il y a donc des troubles de l'accommodation au point de vue oculaire. Il y a tout un tas de pathologies qui sont engendrées par l'incarcération. La personne qui est incarcérée, elle lui incarcère son corps, sa tête, son cœur. Véronique Vasseur, vous êtes donc médecin-chef à la santé depuis 5 ans. La prison est-elle insupportable psychologiquement et physiquement, comme vous semblez le dire? La prison est pathogène en elle-même. Ça veut dire quoi, la prison est pathogène? Ça veut dire que la prison engendre des maladies. Des maladies psychiques, des maladies psychosomatiques et décompense des maladies déjà préexistantes. Psychiquement? Psychiquement, les troubles se manifestent comment? Alors, psychiquement, c'est la dépression, c'est la rupture avec la famille, c'est laisser une famille dans l'abandon, qui n'a plus d'argent, beaucoup d'angoisse. Dans une maison d'arrêt, c'est surtout de la préventive, hein, on a 2/3 de préventive, donc ce sont des gens qui ne savent pas, absolument pas s'ils vont rester 1 an, 1 mois, 2 mois, 6 mois, ils n'ont aucune échéance devant eux et c'est absolument terrifiant pour eux. Est-ce que c'est à ces gens-là que vous donnez le plus de neuroleptiques, de médicaments? Alors on en parle beaucoup. Je ne suis pas psychiatre, je suis contre les neuroleptiques, contre l'abrutissement. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Le plus terrible, c'est cette demande permanente vis-à-vis du service médical. On reçoit 150 lettres par jour pour 1500 personnes. Il y a 200 personnes qui passent à l'infirmerie tous les jours. Et il y a une demande énorme. Ils ont besoin de parler, et c'est parfois pour des petits bobos, pour des petites choses.
Pierre Botton, c'est important, la présence féminine dans la prison? Ce qui est surtout important, c'est Madame Vasseur. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, donc, c'est que, bien sûr, vous l'avez rencontrée lorsque vous étiez à la santé. À 2 reprises. Ce qu'elle dit est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on va chercher une bouffée d'oxygène, on va chercher une épaule. Vous savez, parfois, vous devez craquer. Et puis, vous ne voulez pas craquer. Et puis, vous arrivez dans son cabinet ou avec les infirmières. Et puis là, vous craquez, quoi. Est-ce que vous avez eu le sentiment que justement, ceux qui venaient de milieux... on va dire, comme celui de Pierre Botton, de la finance, de milieux privilégiés, de personnes qui n'avaient absolument pas imaginé à un moment donné venir en prison, ont des descentes plus brutales et supportent moins bien, ou c'est exactement la même chose pour tout le monde? Moi, je pense qu'ils supportent moins bien parce ils vivaient dans des conditions quand même beaucoup plus aisées. Et donc la descente est beaucoup plus vertigineuse. Pour eux, c'est très dur, mais c'est aussi très très dur pour les indigents, parce qu'à la santé, on a 20% de personnes qui n'ont pas un centime. Oui, alors comment Et donc on peut vivre en prison correctement entre guillemets, comme on peut vivre dans une prison quand on a les moyens, quand on a de l'argent. Quand on n'a pas du tout d'argent, c'est épouvantable, parce que soit il y a une entraide, et il y a une entraide très importante de la part entre co-détenus, mais ils n'osent pas réclamer. Ils ont aussi de l'orgueil et parfois ils n'osent pas réclamer. Donc on arrive à des situations où je veux dire qu'il faut tout payer en prison, hein, tout s'achète. Le savon, le shampoing, le sucre. Donc les privilèges demeurent. Bien sûr. Les sexualités en prison, c'est aussi un grand débat. Alors la sexualité, c'est ni permis, ni interdit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que comme à l'extérieur, il y a des homosexuels et la majorité est hétérosexuelle. Ce sont dans une maison d'arrêt, les gens tournent, ils restent 6 mois, 8 mois, parfois plus, mais en général c'est 6 mois. Donc il n'y a pas de sexualité. La sexualité, elle est entre parenthèses. Mais il y a une homosexualité évidente, comme il y a à l'extérieur. Oui, enfin, accrue en prison, puisque c'est la seule sexualité possible. Vous savez, nous on ne sait que lorsqu'il y a un viol. Et qu'il y a un viol avec des dégâts, parce que là, on est obligé de le savoir. Mais si c'est des rapports consentis, ils vont pas venir nous le dire. Entendu. Le taux de viol est élevé en prison? Enfin, moi, depuis que j'y suis, il y en a eu 3 quand même. Mais 3 dont vous avez reconnus. Maintenant, vous savez, en prison, on ne sait... ils parlent beaucoup, ils nous racontent beaucoup de choses, on sait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et il y a toute une partie cachée, on ignore beaucoup de choses. Parce qu'il y a des menaces derrière. Donc certains ont peur de parler. La proposition d'ouvrir des lieux, des espaces pour que aussi les conjoints, les concubins puissent se retrouver pendant 24, 48 heures. Oui, moi je ne suis pas du tout contre, je trouve ça très bien, mais bon, dans des maisons d'arrêt comme la santé, il y a vraiment des priorités. Il y a vraiment des priorités avant. Hein, c'est comme mettre un lit à baldaquin dans un squat. Il y a vraiment tout à faire avant. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Pierre Botton, vous le pensez aussi? Moi, je sais que pour moi, l'acte sexuel est un acte d'amour. Et que jamais je pourrais imposer ou vivre avec la femme que j'aime un acte dans ce lieu. Jamais. Souvent, je dis qu'en prison, on peut soigner son corps, mais rien pour soigner son cœur. Et je crois que là, on ne soigne pas son cœur. On est déjà comme des bêtes. Hein. Je dis très honnêtement, hein. On est déjà détenus comme des bêtes. Aller en plus avoir un acte sexuel de bête, non, je crois qu'il faut de l'amour et il n'y a pas beaucoup d'amour en prison. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Vasseur. C'est-à-dire que ça, si vous voulez, ça va prendre énormément de temps. Il y a des choses immédiates. Hein, je veux dire, les cafards, les blattes, l'hygiène, les WC... ça, c'est des choses de base, vous comprenez? C'est des choses de base que vous vivez tous les jours. Raccourcir aussi les préventives, permettre plus de permissions de sortie.
Il y a quand même beaucoup d'aménagements possibles, hein, parce que d'être en préventive, de sortir et de revenir pour être de nouveau incarcéré, c'est monstrueux. C'est monstrueux. J'ai vu ce matin quelqu'un qui revenait, qui a été libéré par une grâce médicale. C'est un monsieur qui est très malade, qui a un cancer, qui est revenu. Il est parti, il avait fini la préventive, il est revenu pour son procès et il ne tient pas debout. C'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est de la torture. J'ai revu le film Deux hommes dans la ville, et quand Gabin dit la justice doit être juste, mais pas féroce. Il y a une torture supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Les détenus appellent ça la torture blanche, mais c'est vrai, c'est une torture, c'est une forme de torture. Alors certains dorment, d'autres font des pompes comme des fous jusqu'à la limite du malaise. Chacun a sa façon de vivre ces moments-là, mais ils se laissent aller. Ils sont complètement anesthésiés. Il y en a qui s'intéressent plus du tout à ce qui se passe à l'extérieur, le monde extérieur. Il n'existe plus cette espèce de parenthèse, de bulles malsaines. Vous voyez beaucoup de gens complètement cassés, détruits par ce séjour en préventive? Oui. Comme a pu en témoigner Pierre Botan, son expérience? Oui. Je pense que les gens ressortent... on n'est jamais pareil quand on sort de prison. On n'est plus jamais pareil. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Qu'on y passe 1 mois, 2 mois, 6 mois, évidemment plus c'est long, plus c'est terrible, mais je crois qu'on n'oublie jamais. Et que le regard qu'on a est différent quand on sort. En 1969, Daniel passera 3 semaines derrière ces murs de la prison de la Santé pour l'amour d'une jeune fille mineure de 17 ans. 3 semaines qui vont broyer son destin. À sa sortie, il aura troqué le bouquet de roses pour les armes de poing. C'est là que tout a commencé. J'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais un mec comme tous les autres. Amoureux. Le père de la jeune fille m'a attaqué pour détournement de mineurs. Et puis on m'a mis là-dedans. Je me suis retrouvé avec des mecs chevronnés. Puis tout a basculé, quoi. Pigalle. C'est là qu'un soir, un des 3 mecs qui m'avait mis à l'école, en fait, m'a passé du fric. Je sortais de mes 3 semaines et mon père voulait plus de moi parce que j'avais fait de la prison. Je me suis retrouvé à la rue et ce mec m'a aidé. Il m'a filé du fric. Il m'a mis le pied à l'étrier. J'ai commis mon premier hold-up et c'était parti pour plus de 25 ans de vie de clandestinité et de voyous. Sa longue vie de braqueur de banque est désormais derrière lui. Daniel vit aujourd'hui à Marseille, où il s'occupe de la réinsertion d'anciens détenus. Il est en liberté depuis 4 ans seulement. C'est ce que je voulais, m'éloigner de Paris. Et ça m'a permis de m'éloigner de Paris et de mes anciens amis. Voilà, alors ici c'est chez moi. Alors même ici je peux pas m'en passer des barreaux, vous voyez. Les photos du mariage. Là, t'as l'air d'une vraie princesse, là. C'est chez Léna, ça? Oui, c'est Léna. Hein? Donc ça, là, t'avais du mal à me mettre l'alliance quand même. Ce mariage avec Amel est un pari sur l'avenir. C'est un pari personnel. Ça m'a redonné le goût de vivre. Bon, ça m'a redonné l'idée de créer, en fait, de créer quelque chose, d'aller plus loin dans ma réinsertion. Il m'a raconté son passé. Enfin, j'ai eu peur avant. J'ai un peu le trac. C'est pas facile parce que c'est quelqu'un qui a passé la moitié de sa vie en prison. Et donc, il est un peu tendu tout le temps, un peu nerveux, mais après, c'était bien passé. J'ai donc eu l'idée de faire mon association et j'ai décidé de lui donner le titre d'Amel, qui veut dire Association Marseillaise d'entraide aux libérés, mais qui veut dire aussi espoir en arabe. Et c'est bien entendu en l'honneur de mon épouse, l'association Amel. Enchanté. Ils nous ont été envoyés par qui? Par le comité de probation. Justement, il se trouve que ce matin, on a un jeune détenu, enfin il a 33 ans, qui vient de sortir là.
Oui, Nordine. Et son problème principal, en fait crucial pour lui, hein, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir, hein, c'est quelqu'un qui a l'air très motivé, c'est l'emploi. Donc vous seriez très gentil de pouvoir lui adresser un rendez-vous, ce serait vraiment très aimable. Cet après-midi, 15h30 ? Oui. Est-ce que la prison, quand on y va trop jeune, peut faire basculer la vie, comme vous le dites? Oui, tout à fait, oui. Mais de quelle manière? Pourquoi? Parce qu'un jeune n'est pas forcément destiné à vivre ça. Je veux dire, si on prend le cas, mon exemple personnel, j'étais plutôt le contraire d'un être violent. D'un être qui aurait pu vivre cette vie-là, au point de départ. Donc le fait de se retrouver comme ça en prison à 20 ans, de ressortir, ne plus avoir de repères, effectivement, ça peut faire basculer. Vous pensez que vous ne seriez pas allé en prison hein, pour cette histoire d'amour? Oui. Vous n'auriez pas fréquenté la pègre? Vous ne seriez pas devenu braqueur? Non, je pense que non. Au total, vous avez passé combien de temps en prison? Donc, il y a eu ces 3 premières semaines. Ensuite, quelques mois, c'est ça? Ouais. Et puis après, avec les braquages, vous avez récidivé, c'est ça? Oui. Donc 5 ans et... J'ai passé à peu près 16 années de ma vie en prison. Il m'est arrivé de faire le calcul et j'en arrive à 16 ans. Parmi ces séjours répétés, hein, quelle est l'image la plus forte que vous ayez gardée? C'est ma fille, c'est la naissance de mon enfant. Parce qu'après, bien sûr, il y a eu une peine de 5 ans pour braquage. Et la jeune femme, parce qu'on a continué à se voir, hein, on est partis, on était recherchés dans l'intérêt des familles. Et on a continué à faire notre vie ensemble. Et à le moment de mon incarcération, elle s'est trouvée enceinte. Mon enfant est donc né pendant mon incarcération. Et j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir reconnaître mon enfant quand même. Donc l'officier d'état civil est rentré à la prison de la Santé. Et quelques temps plus tard, je suis passé aux assises. Et on m'a annoncé que j'avais 5 ans à faire. J'étais jeune père. J'ai déchiré la photo de ma fille en m'imaginant que je ne sortirais plus. Et pourquoi vous imaginez cela? Parce que 5 ans dans la tête d'un jeune homme de 20 ans, ça peut paraître énorme. Vous portez quand même, vous, une part de... Enfin, vous portez même toute la responsabilité de vos actes. Oui, tout à fait. Je suis un homme, je ne cherche pas à dissimuler mes actes, je ne cherche jamais à dissimuler mes responsabilités. Il est bien évident que par la suite, j'ai assumé, puisque j'ai fait un choix, c'était de la révolte. Pour ce qui va se passer après, il est bien évident que je suis responsable. Alors vous disiez que vous n'étiez pas quelqu'un de violent. Ça veut dire que vous l'êtes devenu? Oui. Extrêmement violent. Extrêmement violent. Ça veut dire quoi, extrêmement violent? Je veux dire qu'en un quart de seconde, je peux totalement changer. Et vous l'étiez avant? Face à des... Non, pas du tout. C'est la prison qui vous a rendu violent? La prison est ce que l'on doit subir. La prison, elle est toujours en vous ou... Elle est toujours présente, oui. Je veux dire, même si elle l'est moins, même si c'est moins vif, même si moi-même je suis moins vif, quoique il ne faut pas non plus... Il y a des séquelles, hein, il y a des choses qui... Je veux dire, par là, je peux être souriant et gai, faire la fête, mais s'il y a quelque chose, un facteur qui rentre, je peux redevenir très vite le deuxième Daniel, celui que j'ai peur. Qui vous fait peur à vous-même? Oui, tout à fait, oui. En fait, mes ennemis, c'est pas les autres, c'est moi. Et ça a été construit par la prison, par le monde. Il faut s'imaginer hein, le monde qu'est la prison. En fait, elle ne vient pas seulement de la pénitentiaire, elle ne vient pas seulement du personnel. C'est le monde dans lequel on vit, c'est tout un contexte. Vous parliez de cette révolte, de cette violence que vous sentiez venir en vous déjà dans la prison. Alors pour qu'elle n'explose pas, est-ce que vous preniez des médicaments? Non, justement. Non? En fait, c'est ce qui se passe. 90% des détenus prennent des médicaments. Moi, les médicaments, c'était les pompes.
il m'est arrivé de faire 2000 pompes par jour. Je veux dire que je suis quelqu'un de très nerveux, d'extrêmement nerveux. Je savais que quelque part, il me faudrait résorber ça. Donc j'ai commencé par des séries de 10, 20, et puis finalement, avec l'entraînement, ça devient 200, 400 pompes par jour, etc. Comment on aménage sa vie quand on prend une peine de 15 ans? Quand les portes se ferment pour, enfin 15 ans, en tout cas vous en avez fait 10 ans. Alors, aussi paradoxal que cela puisse être, c'est que quand on fait de la maison d'arrêt, qu'on fait 6 mois, 1 an, on sait qu'on va rester en maison d'arrêt, donc on fait avec. Mais un détenu qui part pour 15 ans, 20 ans, 25 ans, aussi paradoxal que cela puisse paraître, on est soulagé quand on va en centrale. Pourquoi? Parce qu'en prison centrale, dite prison pour longue peine, pour individu dangereux, on se retrouve tout seul en cellule. En fait, ça dépend des caractères. Moi, personnellement, c'est un avantage. Plutôt qu'être à plusieurs dans les On se construit son petit univers. Je veux dire, on est toléré en prison centrale d'aménager sa cellule selon notre convenance, à nos frais, bien entendu. Donc je me suis construit un univers pour 10 ans. Qu'est-ce que vous retrouvez, vous, comme séquelles maintenant chez les ex-détenus qui viennent vous voir et que vous avez en vous? Qu'est-ce que vous retrouvez de commun sur les longues peines? La même façon, la même peur de regarder les gens, de parler aux gens. En fait, les gens qui viennent me voir, et pourtant ils savent d'où je viens, qui je suis, ils baissent la tête. Ça, c'est très... Je veux dire, quand ils parlent, ils baissent la tête, ils ne regardent pas en face, ils ont des problèmes d'élocution, ou ils sont un peu gênés. Donc ça, c'est la prison. Il faut du temps pour que ça passe? Il faut du temps, oui. Et parmi les images donc, qui vous reviennent à l'esprit, hein, ensuite de ces longues années, est-ce que c'est possible de mettre des mots sur ces images ou pas? J'entends et je reconnais, même maintenant, un individu, rien qu'à ses pas, sans le regarder, sans le voir. Ça, je l'ai appris pendant 10 ans. Je savais quel surveillant, avant qu'il ouvre l'œilleton c'est la petite parcelle, je savais quel surveillant était derrière l'œilleton. Le soir, vous êtes tranquille dans votre cellule, vous avez la lumière éteinte, il faut regarder votre télévision. La compagne du détenu, en fait, hein. On passe 22 heures à regarder la télévision. Ben, le surveillant, il vous met la lumière, il a un bouton de lumière pour la ronde et il vous la met pendant 3 minutes, il sait que ça vous énerve. Alors attention, qu'on se comprenne bien, c'est pas tous les surveillants, c'est un certain nombre. Qu'est-ce qui était le plus facile, paradoxalement, à supporter? Est-ce qu'il y a des choses faciles? Non, facile, non. Disons qu'on arrive à se faire une raison sur certaines choses, mais des choses faciles, non. Je veux dire, plus tard, il m'est venu cette logique de me dire bon, ben, tu es en prison, c'est la suite logique à une vie comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit pendant ma peine de prison, mais de toute façon, Daniel, faut pas te leurrer, nous, des mecs comme nous, on est fait pour... c'est notre vie, c'est notre maison, ça. J'estimais qu'il était un peu trop exclusif, mais d'une certaine manière, il avait un peu raison. Ah, j'ai oublié les journaux pour les détenus. Je suis visiteur de prison et 2 fois par semaine, je prends cette route. Là, je viens de Paris et je vais à Fresnes. Je suis en prison depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis 1994. Et j'ai été condamné à 18 ans, dont 12 ans de sûreté. Ce qui fait que je ne pourrai pas retrouver la liberté avant les 12 années. Ce matin, je vais voir un garçon que je vais voir un petit peu plus souvent en ce moment parce qu'il a des... Il est un peu plus malheureux. Depuis mon procès, je pense que les choses ont complètement vacillé, quoi, dans mon esprit, dans mon intérieur, autour de moi. Visiteur. Monsieur. Bonjour. Ruti, visiteur, numéro 12. Je vais voir un détenu en 2e division. Merci.
C'est toujours impressionnant de rentrer dans ces couloirs. Et j'espère que je resterai toujours impressionné, parce que le drame, c'est que ça devienne banal pour moi. Ce jour-là, je crois que je ne vaux plus rien. Ce n'est plus à la peine que je sois visiteur. Quoi dit, visiteur? Je l'ai rencontré ici à Fresnes la première fois. C'était il y a 3 mois. Et directement, il y a eu cette espèce d'attachement. Parce que c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. C'est une personne qui a beaucoup vécu. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de mots pour être compris. Il suffit parfois d'un regard, d'une main qui met sur la mienne pour que les choses passent. Ferme la porte. Asseyez-vous. Votre petite sœur. Samira. Ouais. Ça fait plaisir de la voir? Ouais, ça me fait très plaisir de la voir. Hier, elle m'a tenu la main comme ça, puis elle me faisait ça. Oh, c'était trop génial. C'était une douceur. Est-ce que ça fait chaud au cœur, ça? Oui, ça fait chaud au cœur, oui. Ça, il faut le garder. Il faut garder ce souvenir. C'est temps fort. Il faut le garder en vue, ça. Très fort. Je crois qu'il a un petit peu tout pour moi ici. Là. Il est l'ami avec qui je pourrais même dire, je tourne en promenade quoi, avec lui. Il est le chef, il est mon éducateur, il est presque Dieu puisqu'il arrive à ouvrir ma porte pour sortir de la cellule. Donc c'est vrai, oui, j'en parle comme... on est parti sur une base de sincérité totale, d'ailleurs, c'est ce qui a été notre pacte au départ. Hein. Quand je sors d'ici, je suis plus fort que la prison, plus fort que le surveillant, plus fort que le monde hostile dans lequel je suis. Je suis plus fort que tout ça. Bon, mais ça dure pas longtemps, ça dure 3-4 jours, et puis après, bon, on retombe dans le système de la prison, même s'il reste un petit peu au fond de moi, nos conversations, enfin il en reste un brin qui à chaque fois lorsque nous nous revoyons ressurgit quoi. Et j'attends ces visites avec impatience, hein, bien sûr. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre parce que vous êtes tous les deux visiteurs de prison. Je précise que vous n'êtes pas mariés. Monsieur Ruti, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de rencontrer les détenus? Ça m'apporte d'abord la satisfaction du devoir accompli. Un vieux fond d'éducation chrétienne, sans doute. Ça m'apporte aussi, ce que j'ai découvert d'ailleurs après, ça m'apporte un gros enrichissement sur le plan personnel. Les détenus que je rencontre sont en général très authentiques. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de s'épancher auprès de quelqu'un qui est neutre, qui ne les juge pas. Qu'est-ce que vous demandent les détenus en général? De quoi vous parlez? C'est difficile à dire. Je crois qu'il n'y a pas de truc. J'ai envie de vous raconter la première fois que je me suis trouvé en prison. Je suis arrivé, c'était dans la centrale de Nîmes, il y a une trentaine d'années. Je suis arrivé dans cette petite pièce, ce petit parloir qui fait 1,50 m² à peu près, avec une petite table. Et un détenu est arrivé, je me suis levé, je lui ai serré la main, il m'a serré la main, on s'est présenté, il s'est assis. Et puis, à ce moment-là, je lui ai dit, écoutez, vous êtes mon premier client, je ne sais pas comment on fait, je suis très gêné. Alors il a eu un sourire jusqu'aux oreilles, il me dit, vous inquiétez pas, on va vous aider. Ce sont des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas de famille? Oui, pas de famille, pas d'amis, et pour lesquels tout est hostile, tout est dur. En prison, le détenu a, tel qu'il m'apparaît, il en veut à la société, qui en a fait un déchet. Il est un déchet de la société, de même qu'on parle des déchets nucléaires ou des déchets ménagers. Lui est un déchet de la société. Et il s'enferme dans une espèce de carapace, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la prison, il se fait une deuxième prison et il tourne en rond là-dedans, en permanence. Il tourne en rond. Alors,
Le rôle du visiteur, je crois, c'est d'essayer de percer cette carapace et d'apporter de l'air. Gérard et Daniel, vous avez rencontré à plusieurs reprises, tout au long de vos années d'incarcération, des visiteurs de prison. Qu'est-ce que vous attendiez des visiteurs de prison? Moi, j'ai deux exemples qui me reviennent à l'esprit, comme ça, tout de suite. C'est d'abord très loin, un exemple très très loin qui vient des années 70. C'était un visiteur qui travaillait au ministère de la Coopération. Et il faisait beaucoup de voyages. Et à chaque voyage qu'il faisait, j'avais un souvenir. Par exemple, j'ai eu des plateaux de l'Alaska, des cartes inimaginables, des souvenirs de chaque pays où il allait. Et mon épouse de l'époque a reçu un souvenir. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est dans ma dernière peine, 10 ans sur 15 ans, à la centrale de Poissy. Je dis qu'il existait de la provocation de la part des surveillants. Et 3 jours avant ma sortie, il y a eu un surveillant qui m'a vraiment bien provoqué. Et je suis donc arrivé devant ma visiteuse, qui était une femme absolument admirable. On a eu des rapports d'amitié, on s'est revus à l'extérieur. Elle m'a mis la main sur l'épaule, elle m'a dit « Écoute, tu as su tenir jusqu'à maintenant, tu ne vas pas craquer pour un imbécile. » Voilà, ça va très très loin, vraiment très loin, les rapports qui se nouent. Moi, je serais plus mitigé sur les visiteurs de prison, encore que la majorité de ceux que j'ai rencontrés sont des gens admirables, j'adhère. Mais il y a toute une partie sur laquelle je m'interroge, notamment sur la motivation réelle. Il y a une application religieuse catholique. On se demande parfois si ils viennent pas chercher leur rédemption auprès de nous, quoi. Monsieur Ruti, vous ne cherchez aucune rédemption auprès des détenus? Oh, je ne dis pas que je n'ai pas cherché ça. Bien sûr, on n'est jamais parfait. Aller en prison, c'est un peu une façon de descendre dans la cage aux fauves aussi. Quand on a un certain standing, une éducation, une forme de vie qui fait que de toute façon, on n'ira pas en prison, c'est un peu aller voir comment ça se passe au zoo. Bien sûr. Dieu merci, j'espère avoir dépassé ce stade. Madame Coupé, vous avez été visiteuse de prison pendant plus de 3 ans. Vous êtes femme au foyer. Presque 4 même, oui. Ah, plus de 4. Ah oui, j'étais... Et vous avez... J'ai arrêté. Et vous avez décidé d'arrêter. Pourquoi c'est devenu trop difficile à un moment donné? Je crois qu'à force... Non, il faut d'abord dire que j'allais voir une population de petits délinquants. Mais vraiment des petits délinquants. C'est-à-dire de désespérance. Je ne parle même pas de désespoir, c'était de désespérance. C'est-à-dire c'était des garçons qui revenaient, c'était des récidivistes, c'était des garçons qui n'avaient pas eu de passé, qui n'avaient pas de présent puisqu'ils étaient en prison. Je savais qu'il n'y avait quasiment pas d'avenir. C'était tout le temps une espèce de déception pour eux. Donc moi, je la vivais avec eux. Et à la fin, j'étais usée. Vraiment, je n'en pouvais plus. C'est terrible d'ailleurs ce que vous dites avec le sentiment qu'il n'y a pas d'avenir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avenir parce qu'il y a toujours possibilité d'avenir, mais c'était la population la plus misérable, la plus abandonnée. D'autre part, il y a aussi une raison sûrement qui a fait que je n'ai pas pu continuer dans les mêmes conditions. Je crois que les conditions Enfin, j'étais à Fresnes et je crois que c'était... je me sentais... À la fin, on se sont complices du traitement qu'on leur inflige. Enfin, je trouve que, quelque part, je me disais que c'est pas correct. Ça va pas. Je ne peux pas venir comme ça, normalement, quelque part où il se passe des choses que je désapprouvais tellement. Moi, je trouve votre réaction très sympathique sur le doute que vous aviez de devenir complice de la pénitentiaire. Oui, car rarement, trop rarement à mon goût, les visiteurs de prison témoignent des réalités qu'ils sont à même de connaître à l'intérieur de la prison. Ils ne peuvent pas vraiment témoigner. Ils sont tenus par... Le devoir de conscience passe avant tout. Par contre, il y a eu, j'ai connu moi, une visiteuse de prison qui a été à l'origine d'une plainte lorsqu'un détenu est rentré au mitard bien portant et qui n'en est ressorti 3 jours après à l'état de légume. C'est cette visiteuse de prison qui a été elle-même au palais de justice, qui a trouvé un procureur pour enregistrer la plainte et qui a amené l'action jusqu'à son terme. Cette visiteuse n'aurait pas été là, ce mec serait légume maintenant et personne n'en saurait rien. Monsieur Ruti, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous, à un moment donné, d'être complice de ce qui se passe? Bien sûr, c'est évident. Néanmoins, si vous voulez, je serai témoin de quelque chose de grave, bien entendu, je crois que je réagirai. Mais d'un autre côté, je pense que le visiteur n'est pas là pour endosser
tous les malheurs. S'il endosse tous les malheurs, il craque. Il faut qu'il puisse se réserver une porte de sortie. Je suis directeur actuellement de la maison d'arrêt de Fleury. Ça fait 25 ans que je suis dans les prisons et quand je pars au travail le matin, je ne ressens pas de sentiment particulier en me disant je vais à la prison et je ne me démoralise pas tous les jours à cause de cela. Je défends l'idée que c'est un travail comme un autre, c'est un service public et à considérer comme tel. Merci. Actuellement, ce sont des conditions d'hébergement qui sont relativement satisfaisantes, puisque nous sommes dans un bâtiment de 600 détenus, alors que ce bâtiment a quand même atteint des pointes à 800, 900, voire 1000 détenus. L'ensemble de la maison d'arrêt a elle-même atteint des pointes de 5500. Alors, là, la fouille, c'est l'une des tâches principales du surveillant avec le sondage. Elle est quotidienne. Tous les jours, on a 2-3 cellules à fouiller. Alors, bon, on est obligé de contrôler tout ce qu'il y a dedans, voir si rien nous paraît suspect, anormal. Alors, car ceci va quand même de la sécurité pour les surveillants, pour le personnel de l'administration, mais même pour certains détenus. Si ça nous plaise ou pas, on est obligé de le faire. C'est vrai qu'après chaque visite par Loire avocat, par Loire famille, on utilise de faire des fouilles à course chaque détenu. C'est vrai que les premières fois quand on débute dans le métier, qu'on a une fouille à course, c'est un petit peu gênant, mais bon, c'est notre métier, on est obligé de le faire. Pour notre sécurité surtout, ça peut permettre d'éviter quelques accidents. C'est une collectivité que l'on maintient par la force, entre quatre murs. Et dans toute collectivité maintenue sous coercition, il y a des risques de rébellion individuelle, de rébellion collective, d'agression du personnel, on en a. Ça arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir tellement impuissant que vous avez envie d'arrêter votre métier? Non. Non, non. Tant qu'il y aura un chantier énorme encore à faire, il y aura matière à s'occuper. Monsieur Marest, vous êtes, vous, délégué responsable de l'Observatoire international des prisons, ici en France. Qu'est-ce qui vous choque particulièrement dans l'univers carcéral? En général, bien c'est le taux de suicide, par exemple. 30% d'augmentation du suicide en prison d'une année sur l'autre, ce qui donne un taux de 12 fois plus de suicides à l'intérieur des murs qu'à l'extérieur. Ce qui choque, c'est la fouille intégrale, le fait qu'on puisse demander dans certaines situations à un détenu de se dénuder, de se baisser, de tousser, voire même il y a une réglementation qui parle de sonde à mettre dans l'anus de la personne. Ce qui est insupportable, c'est le fait d'incarcérer, d'entasser, je dirais, 2, 3, 4 personnes dans une même cellule. Ils doivent se dénuder, se laver, faire leurs besoins les uns devant les autres. Enfin, c'est pas parce qu'on est condamné à une peine de privation de liberté qu'on est condamné à ça. Et pourtant, c'est la réalité dans les prisons françaises. Mais à quoi sert la prison? Si elle détruit l'être humain, à quoi elle sert? La prison ne détruit pas, moi je ne dirais pas ne détruit l'être humain. La prison marque, c'est certain. À partir du moment où on passe un certain temps enfermé, on ne peut pas passer ce temps comme cela et sortir banalement sans avoir rien ressenti au passage. Je ne pense pas que ce soit possible. Il n'y aurait pas d'autres systèmes que l'on mette à l'écart des individus qui peuvent être dangereux. C'est une chose pour la société. Mais pour certains autres, est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas, mettre qui soit utile à la société, qu'ils fassent des travaux d'intérêt général? C'est ce qu'on appelle aussi les peines alternatives à l'incarcération qu'on essaye de développer. Ce sont les travaux d'intérêt général qu'on appelle les TIGE.
Ce sont les peines avec sursis aussi, ou sursis avec mise à l'épreuve. C'est le sens qui est suivi par la chancellerie actuellement. Qu'est-ce que vous demandez, vous, à l'Observatoire ? Ce qu'on constate, en tout cas, d'ores et déjà, c'est que la prison, c'est un échec. Depuis 2 siècles qu'elle existe en tant que peine principale dans nos codes, il y a des gens pour dire que c'est une usine à récidive, que c'est une machine à fabriquer les délinquants. Le Conseil de l'Europe nous rappelait récemment que 59% des gens qui passent en détention y reviennent 5 ans après. Donc manifestement, ça ne fonctionne pas. Toutes les alternatives à l'incarcération, on les connaît maintenant. On sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. Ce qui manque, c'est une décision politique, réellement politique, pour passer à l'après-prison, qu'on incarcère moins et qu'on trouve d'autres solutions qui marchent. On n'a qu'à s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays, ça fonctionne. Tout ce qui est à base de petites équipes, fort encadrement et personnalisation de la sanction ou de l'accompagnement fonctionne avec des taux de récidive ridicules. Il faut faire ce pas-là, il faut le faire. Père Maillard, vous avez été aumônier donc, de la prison de Los, qui est l'une des prisons les plus surpeuplées de France, près de Lille. À quoi sert la prison pour vous? Tu sais, pour moi, la prison, c'est un symptôme d'une société dans son ensemble. Et depuis une quinzaine d'années que je suis en prison, ça a beaucoup changé en prison. Aujourd'hui, c'est bien pire que la violence, c'est le désespoir. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. Tu vois, je suis content qu'une émission comme celle-là soit une occasion de faire prendre conscience de ça. Et que quand des gosses sont dans le désespoir, parce qu'ils n'auront jamais de travail, parce qu'ils ne seront jamais reconnus, parce qu'ils ne serviront jamais à rien, parce qu'ils seront toujours nuls, c'est pas en les mettant en prison qu'on va arranger les choses, évidemment, tu comprends. Ils arrivent, ces gosses. Ils sont 4 dans des cellules de 2. Ils n'ont rien à faire de toute la journée, parce qu'il n'y a pas de travail en prison. Juste 1 ou 2 balades pendant la journée, tu vois. Ils sont là toute la journée à regarder la télévision jusqu'à 2 h du matin, parce que 2 h du matin, c'est Canal+, c'est ce que tu imagines. Et puis après ça, ils sortent de là. Personne les accueille, personne les aide. Et ils sont encore plus en colère qu'avant, tu comprends? Et ils sont encore plus... Et la prison, non seulement n'a rien arrangé, mais elle les a enfoncés. Moi, c'est ce que je crois, tu vois. Alors que les gens qui gèrent les prisons, moi, je connais de rue, mais j'en connais un certain nombre. C'est des gens extrêmement respectables, intelligents. Et dans l'administration pénitentiaire, ils ont fait probablement beaucoup plus de choses que dans d'autres administrations. Vous avez été directeur aussi à un moment donné, c'est ça? Oui, on était ensemble. On était ensemble. On s'est connus là-bas. Et moi, je l'aime bien, Dru, c'est un bon mec. Mais il est dans un truc où il ne peut rien faire, tu comprends. Et quand Chalandon était garde des Sceaux, moi je lui avais dit à Chalandon, vous savez ce qu'il faut faire, les jeunes. De temps en temps, ils ont tellement fait chier, il faut arrêter. Et pour ça, un coup d'arrêt, c'est pas mal. Mais alors, des prisons, beaucoup moins longues, où ils sont qu'un seul par cellule, qui sont des prisons plus sévères, tu vois, avec peut-être quelques heures de télévision, mais pas toute la journée. Et surtout, pouvoir parler. Voilà. On disait ça déjà un mot avec les visiteurs de prison, tu vois. Mais ces gosses, ils n'ont jamais pu parler à personne. Et il faut leur permettre de s'interroger sur eux-mêmes et comment ils... Voilà. On ferait des prisons comme ça, évidemment, ça suppose... plus de locaux, ça suppose plus de personnel, etc. Mais là, on pourrait aider. Et alors, à la sortie, on les accueille dans des maisons où ils sont logés, où ils apprennent un boulot. Chez nous, ils font de la menuiserie, tu vois, et puis après ça, ils trouvent... Là, ce serait une solution positive. Je peux me permettre d'intervenir à ce niveau-là. On parle de beaucoup de choses, là. On parle de philosophie, les prisons, est-ce qu'on doit incarcérer, est-ce qu'on ne doit pas incarcérer. On oublie une chose. Ce monsieur représente la pénitentiaire. C'est pas lui qui incarcère. C'est lui qui garde. On parle d'argent et de moyens. Moi, je veux bien qu'on parle de moyens. Mais il y a des choses dans les prisons qui maintiennent l'amour, qui maintiennent le cœur, qui coûtent 0 franc, qui demain peuvent être faites par monsieur, par l'ensemble de ses collègues. Demain, une circulaire passe la hiérarchie, et vous n'avez pas besoin de votre hiérarchie pour cela, parce que je connais le poids de votre hiérarchie. Il dit tout simplement que demain, on n'ouvre plus le courrier des femmes. Ça peut être fait demain. Il dit demain qu'on peut donner le carnet scolaire des enfants pour que les gosses qui sont en dehors
qui n'ont rien fait par rapport aux fautes que nous avons pu commettre, soient signés par les deux parents et qu'ils ne soient pas des parias à l'école. Ça peut être fait demain, ça coûte 0 franc. Je vous en supplie, arrêtons de rentrer dans le débat. On va faire, ça va être fait, on le fera, ça s'améliore. Je comprends qu'on puisse dire ça. Vu de l'autre côté, il y a des choses comme cela qui peuvent paraître faciles, 10 minutes de parloir. Certes, 10 minutes de parloir, effectivement, ça relève de ma compétence. Demain, je peux demander à ce qu'il y ait même 3/4 d'heure. Seulement, ça a boulé comme cela sur l'ensemble d'une après-midi. On va augmenter et dépasser le créneau des parloirs d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça a des incidences dans l'organisation de la journée de détention que je ne pourrais pas gérer là actuellement. On parlait tout à l'heure des courriers. Excusez-moi, monsieur. Ça dérègle en quoi? Les carnets de notes des enfants, ça correspond à un article du Code de procédure pénale qui dit qu'on ne peut rien rentrer. Vous savez, vous pouvez le faire. Vous savez que vous avez le pouvoir dans la prison. Non, ce qui est inscrit dans le Code de procédure pénale, moi je ne peux pas faire une note qui va en son contraire. Donc vous ne pouvez pas, monsieur, toutes les fois qu'on vous propose quelque chose de très concret, dire Code de procédure pénale, pas possible, personnel. Vous pouvez laisser plus de liberté aux surveillants. Vous pouvez faire en sorte qu'ils puissent répondre eux-mêmes aux petits mots qui sont donnés tous les matins, qu'ils aient une réponse. Qu'ils aient une réponse. Vous pouvez le faire. Oui, enfin moi je voudrais quand même préciser qu'on peut faire, pour se faire plaisir, le catalogue, je vais un petit peu cruel, hein, le catalogue des mots de la prison, les courriers qui s'ouvrent, les fouilles à corps, les parloirs qui sont trop courts. Mais la prison, on peut aussi abattre les murs, puis comme ça il n'y aura plus de prison et le problème sera réglé. Bon, faut savoir aussi ce qu'on fait à la place. À partir du moment où elle existe, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un lieu d'enfermement. Et un lieu d'enfermement générera toujours un sentiment de révolte. Et on rejettera toujours, d'une manière ou d'une autre, ce qui nous enferme, ce qui nous bloque. On rejettera toujours les 4 murs qu'on a autour de soi, quel que soit le motif de l'incarcération. Et ce que vous avez les uns et les autres vécu, ce qui est devant quoi je m'incline tout à fait, ce qui n'est pas discutable, et je ne discute absolument pas ce que vous avez ressenti, mais je dirais à la limite, vous l'avez ressenti parce que vous étiez enfermé. Et n'importe qui d'enfermé, qui a priori n'est pas fait pour vivre entre 4 murs, réagira à mon sens de la même façon. Pourquoi, d'après vous, les gens s'émeuvent davantage lorsque c'est un médecin, lorsque c'est un homme d'affaires qui témoigne de l'univers carcéral ? Parce que déjà, la plupart des gens qui passent en détention ne témoignent que rarement. Et quand ce sont des gens à qui on peut s'identifier, peut-être un médecin, Pierre Botton, qui va en prison, et bien peut-être qu'on s'identifie plus simplement, plus directement avec lui et qu'on écoute ce qu'il dit. C'est pour ça que ces témoignages sont précieux, capitaux, parce que c'est probablement par ces voies-là qu'on arrive à mieux comprendre l'opinion publique, arrive à mieux comprendre ce qu'est la prison. Simplement parce que leur témoignage est médiatisé, alors que la parole du prisonnier lambda, elle n'est pas médiatisée. C'est que, malheureusement, dans notre société, un toubib ou un homme d'affaires, ils n'ont plus de crédibilité que mes petits voyous. Je dis que c'est malheureux, mais c'est comme ça, tu vois. Souvent, vous voudrez nous faire croire que les gens qui sont en prison sont différents de nous, et en fait, ils nous ressemblent. Ils sont nous. Et je crois qu'il faut entendre ce qu'ils disent, parce que c'est en notre nom qu'ils sont incarcérés, en notre nom qu'il se passe parfois des choses qui sont inacceptables, et qu'au bout du compte, ils sortent plus abîmés qu'ils n'étaient rentrés. Et là, à un moment donné, la société s'est fourvoyée, elle a perdu son temps, c'est du temps gâché pour les personnes qui y sont. Ils ressortent dans l'incapacité totale de pouvoir retrouver une place à part entière dans la collectivité. Merci à vous tous d'avoir accepté d'apporter vos témoignages. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.